Le combat des plus forts entre Gojo et Sukuna a pris fin, mais un challenger de taille arrive. Celui qui a tout donné pour revenir, celui qui a pour seul regret de ne pas avoir pu affronter le plus fort de l'histoire. Et on y est, le guerrier de foudre Kashimo face au roi des fléaux, Ryomen Sukuna. Bon, bien sûr, on parle aussi du BG Akari de Sukuna, son enfance, et bien sûr, son arme avec son vrai corps qui apparaît lors de ce chapitre. Et surtout, est-ce que c'est la fin pour Megumi? Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 237 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land de Shinjuku 14, donc c'est la reprise après le dernier chapitre, donc aller vers le sud du combat, l'arc entier qui se concentrera donc sur le combat face à Sukuna. Et bien sûr, Kashimo rentre dans l'arène, c'est noté dès le début du chapitre en petits commentaires et arrive donc dans le combat face au plus fort. Et le titre est réel, c'est magnifique. Gojo avait l'infini avec un pouvoir qui surpassait l'entendement, qui ne pouvait pas être plus grand de la part de Sukuna, mais l'utilisation, la technique dans l'exorcisme a été plus grande du côté de Sukuna et c'est pour ça que de toute manière, il faut commencer à parler de Akari vs Uraume, puisque Hideyoshi Uraume, donc l'étoile de glace Uraume, va faire une entrée en scène juste magistrale. À 203 mètres d'altitude, un bloc de glace géant est en train de tomber sur lequel se trouve bien sûr Uraume, sbire de Sukuna, et on n'en attendait pas moins de la personne qui peut côtoyer le plus fort de l'histoire. Quelle classe, quelle puissance, et bien entendu qu'on attendait ça pour qu'il puisse même juste se tenir à ses côtés. Même si Gojo l'a humilié, et encore une fois, c'est là où Gege Akutami est extrêmement fort, parce que des personnages qui peuvent sembler faibles face à Gojo Satoru ou Ryomen Sukuna, donc sont en réalité peut-être extrêmement fort, tout comme Jogo avec sa météorite de feu qui aura choqué Shibuya. Là, une météorite quasiment de glace est en train d'apparaître et ça montre à quel point le personnage est monstrueux et surtout ça nous re-hype pour lui. Mais ce qui est peut-être encore plus hypant, c'est qu'au-dessus de cette arrivée qui vient du ciel se trouve Akari qui lui aussi arrive donc de manière céleste. Oui, il arrive au-dessus d'Uraume. La démesure est réelle et on parle d'un véritable homme d'honneur qui veut tenir sa parole et laisser Kashimo mener bien sûr son combat à 100%. Il faut le dire, on est quand même face à un véritable malade qui aura passé un pacte avec Kashimo, son ennemi en théorie, pour donc qu'il affronte Yuji, parce qu'à ce moment-là, Sukuna était à l'intérieur du corps de Yuji. C'est pour te dire à quel point il était fou. Il se disait, oui, je suis le senpai, Yuji devra m'écouter, donc combat à mort face à ce mec surpuissant. Et bien sûr, la nouvelle génération est complètement folle. Ça ne m'étonne même pas qu'il ait été viré de l'école de l'exorcisme. Il se ramène avec sa meilleure paire de Jordan, un gros pull et bien sûr un gros jean avec un air vénère. C'est normal, Gojo Satoru, son sensei, est tombé et directement extension de territoire. Uraume est bloqué avec lui et le temps du jackpot est arrivé. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Et on va pas se mentir, entre nous, la première attaque d'Akari est à chaque fois dévastatrice. Juste donc les informations de son extension de territoire qui arrivent dans le cerveau de l'autre. Tu dois absolument rien comprendre à ce délire. On a mis tellement de temps à décrypter tout ça alors qu'en réalité, c'était pas si compliqué que ça. Mais au final, bien sûr, ça promet d'être une confrontation juste énorme. Akari, cette fois, n'a pas besoin de récupérer les points comme pour Kashimo. Il a juste besoin de détruire son adversaire. Et bien sûr, une fois que le jackpot est atteint avec Akari, alors c'est juste magnifique.
énergie occulte juste infinie, régénération instantanée, même sans le vouloir. Et bien sûr, ce qui est toujours hypant, et on le sait bien, et Gege Akutami sait gérer ses pouvoirs, donc c'est que le jackpot ne suffira pas, mais il y aura bien un véritable combat entre ces deux monstres. Ah, franchement, Akari, il a vraiment une bonne vibe à danser dans tous les sens, même si je préfère Yuta et Maki parce que c'est quand même le duo qui va tout péter lorsqu'il va arriver. Mais d'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter et donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Chaque semaine, on décrypte les chapitres et ça jusqu'à la fin de Jujutsu Kaisen, même si en fait, on attend surtout que Takaba fasse revenir Gojo parce qu'il trouve ça marrant qu'il se recolle. Ils reviennent sur le terrain avec le 7e œil parce que tout ce que Takaba trouve marrant devient réel, même si il ne le sait pas. Ouais, ça, ce serait juste dingue. Et donc venons-en au vif du sujet avec l'arme de Yorozu et surtout Sukuna, sa foudre et peut-être bientôt son trident. Ça, on en parle en théorie. Puisque de toute manière, il faut bien garder en tête que là, on est face à un Sukuna qui est affaibli. Là, durant ce début de combat, Sukuna a un œil en moins, il a même un bout de bras en moins et c'est ça, cette mise en scène qui est juste magnifique de la part de Gege Akutami qui rend le tout juste grandiose puisque bien évidemment Akari et Uraume sont dans l'extension de territoire de Akari et donc se trouvent dans le ciel, mais le bloc de glace lui est encore en train de tomber, un bloc de glace de la taille d'un iceberg et tout ça tout simplement va être détruit par Sukuna, par un simple claquement de doigts. Et c'est ça qui nous manquait lors du combat Gojo-Sukuna pour faire véritablement briller Sukuna. Et c'était normal parce que passer l'infini, en fait, ça ne méritait pas donc d'utiliser des aussi grosses techniques. Non, il fallait être stratégique. Sauf que là, on peut y aller niveau bourrinage, même juste pour te présenter le Sukuna et sa surpuissance. La folie des grandeurs est là, l'iceberg est détruit et il y a juste une pluie qui va s'abattre sur Shinjuku. Et tout ça pour une vieille livraison Amazon. C'était juste Uraume qui donnait à Sukuna l'arme qu'a créée Yorozu avec son sermon, son dernier souffle de vie qui lui aura permis de créer l'objet maudit Kumatoke. Et bien sûr, je les vois venir, les personnes qui disent « mais il n'a pas utilisé face à Gojo, donc il aurait battu Gojo avec cette arme ». En vrai, n'oubliez jamais que le but de Sukuna était de dépasser l'infini. Et même s'il avait une technique ultra puissante, en soi, ça ne changeait rien s'il ne pouvait pas toucher Gojo. Il aurait juste utilisé de l'énergie occulte en trop et peut-être même montré une de ses armes. Et on ne sait jamais, hein, Gojo aurait pu même lui détruire, donc il n'y avait aucun avantage à utiliser cette arme à ce moment-là. Et au passage, je tiens à vous le rappeler, n'hésitez pas à lire la version officielle sur Manga Plus pour avoir une bonne traduction. Chaque semaine, ça permet de mieux comprendre le manga, et même, en fait, il y a des sites qui traduisent très rapidement le chapitre dès le mercredi, donc au Pescan par exemple, sauf qu'il n'y avait même pas mention justement du fait que c'était une arme créée par Yorozu. C'est pour ça que j'attends la traduction normalement du jeudi de TCB Scan qui est beaucoup plus proche de ce qui est réellement dit en japonais. Quoi qu'il en soit, voilà, on est là pour parler de l'arme de Sukuna, une arme qu'il est content de retrouver et donc peut-être que cette arme a été détruite par le passé et ça pose encore la question du passé de Sukuna et surtout de comment il a été vaincu par le passé pour se retrouver sous forme de relique au tout début de la série. Oui, ça sent la théorie pour bientôt, mais bien sûr, cette arme a un effet particulier, sauf que par chance, Kashimo donc n'aura pas de souci face à celle-ci, étant donné que cette attaque avec une lame va diriger directement de la foudre qui va s'abattre instantanément sur Kashimo, un coup juste explosif dont plusieurs exorcistes même ne seraient pas ressortis vivants, il faut pas se mentir. Sauf que face à Sukuna se trouve la divinité de la foudre, Kashimo, qui a donc une énergie occulte avec les propriétés de l'électricité et donc au final ça a juste fait rien du tout à Kashimo, ce qui va même étonner Sukuna. Mais juste arrêtons-nous sur l'arme, parce qu'avant de théoriser dessus, il faut se le dire, entre nous, c'est juste énorme en fait de voir un Sukuna qui
peut même limite être considéré comme un véritable désastre naturel avec la foudre qu'il fait s'abattre sur n'importe qui. Et bien sûr, en termes de théorie, ça faisait depuis longtemps que vous pouviez entendre parler donc de la foudre, étant donné que ça fait depuis longtemps que Gege Akutami a sorti un color spread avec un Sukuna tenant deux armes, donc cette sorte de petite lame qui serait en réalité une référence donc à la mythologie indienne avec le pendant de l'arme de Sukuna, Vajra, qui réalise de la foudre. Et plus intéressant, sur l'image, on le voyait aussi avec un trident. Dans la mythologie indienne, il y a aussi Shiva qui utilise un trident, donc Trishula, un trident qui a le pouvoir donc d'utiliser le feu. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Certaines théories disent que donc les armes seraient stockées dans les tatouages de Sukuna. Sur son front serait le trident. Peut-être bien, je ne sais pas. Sur son nez était l'arme de foudre et c'est vrai que quand on le verra à la fin de ce chapitre, donc il n'a plus de marque sur son nez. Donc voilà, toutes les théories sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes sur les véritables pouvoirs de Sukuna et peut-être que sa flèche de feu était juste une utilisation de l'arme sans qu'elle soit réellement là. S'il a pu sortir donc un 100% en utilisant l'eau de l'éléphant sans qu'il soit invoqué, alors pourquoi pas utiliser en partie les pouvoirs d'une arme sans la faire venir. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit le feu ou la foudre, peut-être bien qu'on aura ce trident de feu. Il faut dire que ça donne vraiment un côté mythologique au guerrier Sukuna, donc que je trouve juste magnifique de le voir avec des armes légendaires. Mais venons-en à la personne qu'il ne faut pas sous-estimer face à lui, Kashimo. Parlons de sa technique et même de l'histoire de Sukuna qu'il va un petit peu lancer. Parce qu'alors que personnellement, moi je considérais Kashimo juste comme un gros bourrin, non, il est en quête de réponse et il demandera directement à Sukuna si Sukuna est né le plus fort ou il l'est devenu. Il se prend pour ghetto quoi, c'est quoi ce délire? Là les gars, on va voir le droit et la réponse la plus random qu'on a jamais vue de l'histoire. Oui, c'est avec Sukuna qui va répondre oui, je suis un enfant non désiré. Enfin, je suis un enfant maudit. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, mec? Bon, entre nous, vous le sentez venir ou pas? La théorie sur le passé de Sukuna qui va arriver sur la chaîne. Soyez abonnés, bien évidemment. Donc, il le dit, lui, en tant que Kashimo, sans éprouver donc la faiblesse que les autres êtres humains éprouvaient. Alors, il n'arrivait pas à créer de lien avec les autres. Il se sentait donc en dehors de la société. Et c'est ça qu'il veut faire, juste questionner celui qui est le plus fort de l'histoire. Le questionner sur le fardeau de la force, le fardeau de la solitude qu'on peut éprouver. Et Sukuna même le remarquera qu'il est pareil à peut-être Gojo, Satoru. Donc oui, les trois étaient clairement les plus forts de leur époque. Et ça, c'est ultra marquant. Et peut-être que seul Gojo a réussi à trouver la parade à cette malédiction du plus fort d'être seul, donc en ayant des élèves. Et c'est peut-être ça qui le fera gagner à la fin. Bien sûr, Sukuna, en tant que grand prince, lui dira qu'il va lui montrer. Ça y est, ça va se bastonner, mais juste on s'arrête une seconde juste pour parler du champ de bataille qui est juste magnifique. Je sais pas pour vous, mais ça me fait tellement penser à DBZ, tu sais, quand tu utilises ton ulti et que la terre est totalement détruite après le combat Sukuna Gojo, même la terre en porte des traces. Et ça, je trouve ça juste génial de voir cette ville totalement dévastée, de voir qu'il n'y a littéralement plus rien, la démesure de ce combat dantesque auquel nous avons assisté. Et ça, c'est juste magnifique. Et bien entendu, la parlotte est terminée. Et ça y est, Kashimo, dès qu'il va comprendre qu'il va devoir se taper, là, il va juste arriver avec un grand sourire et foncer dessus. Foncer sur Sukuna pour le tabasser. Bien sûr, c'est pas si simple que ça. Sukuna arrivera à parer chacun des coups jusqu'à ce que Kashimo utilise sa capacité. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Genju Kohasaku, donc la libération de sa technique occulte, la bête mythique d'ambre. Là, il va commencer à tabasser Sukuna. Là, il va commencer à lui faire du sale, jusqu'à même aller à lui cracher dessus. L'énergie déborde alors totalement de Kashimo, alors qu'il peut
donc projeter un souffle sur Sukuna. Je trouve qu'au niveau du chara design, c'est extrêmement bien réussi. Le côté bestial pour un guerrier qui aime se taper, et même ça fait penser donc aux estampes japonaises et même à un genre de sanglier, je sais pas pour vous, mais ouais, un petit peu. Chacun de ces coups semble alors détruire la Terre, et en réalité on a l'explication de cette capacité qui permet donc à Kashimo de se transformer en n'importe quel phénomène électrique avec la composition de son corps qui va totalement changer. Et ça, je sais que beaucoup de personnes le voyaient venir parce que, bien sûr, Hunter x Hunter, donc on retrouve une sorte de Godspeed de Killua, donc le moment où les pulsations électriques vont jusqu'au cerveau et permettent de faire bouger le corps extrêmement rapidement avant même qu'on puisse y réfléchir, et ça va y aller. Oui, vague électromagnétique, faut bien articuler, produit par juste un seul de ces coups. C'est ça qui est terrifiant parce que ça se synchronise avec la matière qui est en face de lui et normalement la fait juste détruire. Bien sûr que la technique de Kashimo est extrêmement destructrice et on comprend pourquoi il attendait un véritable adversaire. La matière ne lui résistera pas. Et en allant aussi loin, en fait, c'est pour ça qu'il ne peut pas réutiliser cette capacité. Alors, il perd l'usage de son corps. Son corps qui va juste se désintégrer après l'utilisation de cette capacité. Parce que c'est dit, il a largement surpassé les limites d'un être humain. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est peut-être aussi le secret de Sukuna qui ne ressemble plus à un être humain. Donc, passer directement en mode fléau. Bref, ça fait penser bien évidemment à Guy avec la 8e porte, une technique qui le pousse au-delà physiquement, mais il faut se dire que ça va beaucoup plus loin que ça. Au passage, c'est moi qui ai fait ces colos, voilà, il y en a qui sont réussis, il y en a qui sont moins réussis, mais le but, c'est de vous offrir de belles vidéos, donc vraiment, n'hésitez pas à liker ou disliker et compagnie. Quoi qu'il en soit, cet échange de coups se terminera sur un coup électrique de la part de Kashimo, parce que je vous le rappelle, à chaque fois qu'il donne des coups, donc il charge l'ennemi en le touchant juste physiquement, et il lui reste juste à utiliser sa capacité, son énergie occulte, pour totalement le griller, et ça est inesquivable en théorie. C'est juste magnifique. Sa capacité est toujours aussi impressionnante, surtout avec cette transformation. Il doit être juste destructeur. Mais avant de parler de la parade de Sukuna, il faut s'arrêter un petit peu sur la technique de Kashimo, parce que pouvoir se changer en tous les phénomènes électriques, ça va extrêmement loin, que ce soit bien sûr la chaleur thermique qui peut être produite par donc cet électromagnétisme, ou même le simple fait de voltiger, de léviter. Oui, Kashimo pourrait faire ça, et on pourrait estimer que la vitesse de Kashimo est maintenant semblable à la vitesse de la lumière. Sait-on jamais, hein, des champs électriques qui pourraient même le prévenir, le signaler à chaque fois que Sukuna ferait le moindre mouvement autour de lui. Vraiment, Kashimo va ultra loin avec cette capacité, mais c'est pas juste qu'il est en foudre et en mode un petit peu bizarre. Et bon, donc j'y reviens encore une fois à la théorie comme quoi il pourrait provoquer des tremblements de terre, comme ce qu'avait dit Kenjaku sur ce qu'il se passait il y a 400 ans, et donc l'inspiration de Kashimo, divinité de la foudre, dans le folklore japonais. Et en soi, heureusement que Gege Akutami a transformé Kashimo, parce que Sukuna pourrait tout simplement le découper, même avec son extension de territoire plus tard, mais vu qu'il peut découper l'existence elle-même, oui, heureusement que en fait c'est devenu un logia Kashimo. Désormais, il est en pure énergie, il sera extrêmement compliqué à combattre et surtout à anéantir. Et les plus fous feront carrément des théories comme quoi il utilisera l'électricité pour augmenter sa vitesse, aller à une vitesse telle qu'il remontera dans le temps avant le chapitre 236 pour ramener Gojo et Guy vont faire de la foudre violette. Ça, c'est du Jujutsu Kaisen. Ou c'est totalement n'importe quoi. Non, ça c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, et terminons sur le gros sujet, le retour de la véritable forme de Sukuna. Est-ce qu'il est plus ou moins fort que dans le corps de Megumi? Et justement, est-ce que c'est la fin pour le personnage? Puisque bien sûr, arrivée magistrale, le corps qui ressortira donc de l'attaque de Kashimo sera le véritable corps de Sukuna, alors que normalement, il aurait dû être totalement cramé. Il a récupéré
récupéré son œil, il a récupéré même 3 bras, pas juste un seul. Et ce qui nous est alors expliqué, c'était peut-être ça le dernier atout de Sukuna. Donc il peut se soigner totalement, encore une fois, sans utiliser un sort d'inversion, étant donné qu'il n'a pas récupéré sa réelle forme, comme lorsqu'une relique contrôle un corps, comme Ryu ou même Kashimo. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est juste monstrueux, vraiment, juste le voir avec cette forme, là il impose le respect, là c'est le réel boss de Jujutsu Kaisen. Comment tu veux que je l'appelle Fraude-kuna maintenant? Tu sais, ça me fait penser à Tekken, à la fin des jeux, à chaque fois il y a un boss qui arrive avec une dégaine de démon, bah là, Sukuna il est là, le boss est arrivé. 4 bras c'est plus pratique pour se battre au corps à corps, 4 yeux c'est plus pratique pour se battre au corps à corps, une bouche sur le ventre, ok. C'est vrai, c'est monstrueux, c'est comme dans les jeux où tu bats le boss, puis il revient encore plus fort juste après, Giratina, légende Arceus, ah! Et donc posons-nous la question de pourquoi Sukuna reprend sa réelle forme maintenant et pourquoi il ne l'aurait pas reprise auparavant, en plus d'avoir un Joker pour se soigner. Alors déjà, il faut se le dire, rien qu'en ayant le physique, l'aspect de Megumi, donc Gojo Satoru, c'était sûr qu'il se retiendrait plus ou moins face à son élève, même s'il disait le contraire au début du combat. Psychologiquement, ça devait quand même faire quelque chose. Mais plus que ça, bien entendu, l'ange nous avait dit donc par le passé, lors de son apparition, que un incarné, donc avec une relique, ne pouvait normalement pas revenir une fois qu'il était possédé par son hôte. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que Sukuna, malheureusement, a l'air d'avoir pris totalement le contrôle du corps de Megumi. En plus, ça nous a été dit maintes et maintes fois, le corps est l'âme et l'âme est le corps. Et donc, si le corps change totalement, Megumi a peut-être disparu et tout simplement peut-être que Sukuna ne peut pas utiliser le sort des 10 ombres, donc le sort dont il avait besoin pour vaincre Gojo Satoru sous sa forme actuelle, sous sa réelle forme. Il avait peut-être besoin, et c'est sûrement le cas, donc de garder la forme de corps de Megumi. Encore une fois, on y revient, le Gojo qui disait que Sukuna n'a pas pu se donner à fond, il n'a même pas pu prendre sa réelle forme parce qu'il avait besoin des pouvoirs de Megumi. Encore une fois, ça c'est un autre débat, le Sukuna Gojo. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment terrible si c'est vraiment la fin de Megumi comme ça. En plus, Sukuna, il utilisait donc l'âme de Megumi pour se protéger de l'infini de Gojo. C'était vraiment sale ce qui s'est passé. Il a dû tuer son sensei de ses propres mains. Megumi a dû voir ça. Rigi avait raison. Donc, il aura eu une mort véritablement de clown s'il est mort comme ça. D'ailleurs, ça me fume parce que le Wikipédia anglais, avec les spoilers, ils ont directement écrit que Megumi était mort. Mais là où on peut garder un mini espoir, c'est lors du commentaire donc dans le Jump de Gege Akutami qui explique que Yorozu, elle, avait simplement changé le bas de son corps et avait gardé la tête de Tsumiki. Et c'est pour ça qu'elle avait déjà changé de corps et elle ne pouvait pas se soigner entièrement comme Sukuna l'a fait ici. Mais bon, ça veut aussi dire qu'une part du corps de Tsumiki était encore présente dans le combat face à Sukuna. Et notons toujours que le corps est l'âme et l'âme est le corps. Et donc, si Yorozu a créé avec son âme une arme pour Sukuna, peut-être donc qu'il y a un bout de l'âme de Tsumiki, comme pour Mai qui a créé une arme pour Maki. Et peut-être que ce serait le moyen de réveiller in extremis Megumi, mais là ça pue de plus en plus en fait. Cette théorie je l'ai depuis longtemps, ça se confirme dans un sens et dans un autre sens ça sent la mort, on va pas se mentir les gars. Quoi qu'il en soit, ce combat va être monstrueux, même s'il me rappelle un petit peu quelque chose. Je vous le rappelle, ne prenez jamais le parti de Kusakabe dans un pari pour un combat. Et le grand mystère c'est est-ce qu'au prochain chapitre on va retrouver Kashimo à l'aéroport ou pas? Enfin bref, globalement. Le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen marque un changement. Le plus fort de l'époque moderne est tombé. Et c'est le plus fort d'il y a 400 ans qui se dresse alors face au plus fort de l'histoire. Rien ne doit interférer dans ce nouveau duel de titans. Akari s'occupe d'Oraume. Et alors que la capacité de Kashimo se déchaîne sur un ennemi dont la foudre est inefficace, Sukuna revient. Le véritable être craint dans l'histoire. Le Ryomen Sukuna retrouve son corps menaçant, intrigant, terrifiant. Le roi
des fléaux est là. Et les dernières ombres de Megumi ont peut-être disparu, mais pas de place pour les larmes, car le duel bestial des guerriers va débuter. My best friend!